Ananda K. Coomaraswamy. Suis-je le gardien de mon frère? Chapitre 2. L'illusion de l'instruction. Il était possible à Aristote, partant de cette prémisse, note de bas de page. Métaphysique 6, 2, 4 et 11, 8, 12. Ouvrez les guillemets. La lecture, pour l'homme dépourvu de connaissances antérieures, est semblable au regard de l'aveugle dans un miroir. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Garuda Purana, 1682. Retour au texte. Un homme réellement cultivé peut aussi devenir instruit, de demander s'il y a un rapport nécessaire ou simplement accidentel entre l'instruction et la culture. Une telle question ne se pose guère pour nous, pour qui le manque d'instruction implique tout naturellement l'ignorance, l'arriération, l'inaptitude à l'autonomie. Pour nous, des peuples lettrés sont des peuples non civilisés, et inversement. Comme l'exprime une récente bande de lancement d'un livre, la plus grande force de la civilisation est la sagesse collective d'un peuple instruit. Des raisons existent qui expliquent ce point de vue. Elles sont inhérentes à la distinction entre un peuple et un prolétariat, entre un organisme social et une fourmilière humaine. Pour un prolétariat, savoir lire et écrire est une nécessité pratique et culturelle. Nous ferons remarquer au passage qu'une chose nécessaire n'est pas toujours un bien en elle-même, hors de son contexte. Certaines, comme les jambes de bois, ne sont utiles qu'aux hommes déjà estropiés. Quoi qu'il en soit, il demeure que l'instruction est une nécessité pour nous, et cela à deux égards. Premièrement, parce que notre système industriel ne peut fonctionner et des bénéfices ne peuvent être réalisés qu'avec des hommes qui possèdent au moins une connaissance élémentaire des 3 R. Note de bas de page. Reading, Writing, Arithmetic. L'enseignement primaire, c'est-à-dire la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Retour au texte. Et deuxièmement, parce que là où il n'y a plus aucun rapport nécessaire entre l'habileté manuelle, à présent une économie de gestes qui permet de gagner du temps plutôt qu'un contrôle du produit. Donc, entre l'habileté manuelle et la sagesse. La possibilité de la culture dépend largement de notre capacité à lire les meilleurs livres. Nous disons possibilité, car ici, alors que l'instruction que procure en réalité une éducation obligatoire de masse n'implique souvent rien de plus que la capacité et le désir de lire journaux et publicités. Un homme véritablement cultivé, dans ces conditions, sera celui qui aura étudié de nombreux livres dans de nombreuses langues. Il ne s'agit pas là d'une connaissance qui puisse être livrée à tous par contrainte, ou qui puisse être acquise par chacun, quelle que soit son ambition. Même si n'importe quelle nation pouvait offrir des professeurs en quantité et qualité suffisantes. Nous avons accordé que, dans les sociétés industrielles, où l'on tient pour établi que l'homme est fait pour les affaires et où les hommes sont cultivés, quand ils le sont, malgré plutôt qu'en raison de leur milieu, savoir lire et écrire est un talent nécessaire. Il s'ensuivra naturellement que, si suivant le principe « la misère aime la compagnie », nous projetons d'industrialiser le reste du monde, et il est aussi de notre devoir de lui apprendre l'anglais de base, ou quelque chose du même genre. L'américain est déjà une langue de relation purement extérieure, une langue de marchand, de peur que les autres peuples ne soient pas en mesure de nous concurrencer efficacement. La concurrence est le nerf du commerce, et les bandits doivent avoir des rivaux. Mais un problème nous occupe ici, à savoir le postulat selon lequel l'instruction serait un bien formidable et une condition indispensable de la culture, y compris pour les sociétés non encore industrialisées. L'immense majorité de la population mondiale est encore sans industrie et peu lettrée, de même qu'il existe des peuples encore préservés, à l'intérieur de Bornéo. Mais l'Américain moyen, qui ne connaît aucun autre style de vie que le sien, estime que sans instruction signifie sans culture,
comme si cette majorité constituait seulement une classe sous-développée au sein de son propre milieu. C'est la raison pour laquelle il en existe d'autres, plus méprisables, qui ne sont pas étrangères aux intérêts impérialistes. Lorsque nous nous proposons non seulement d'exploiter, mais encore d'éduquer les races inférieures sans loi, c'est-à-dire notre loi, nous leur infligeons des blessures profondes et souvent mortelles. Nous disons mortelles, ici, plutôt que fatales, parce que c'est précisément une destruction de leur mémoire dont il s'agit. Nous oublions que l'éducation n'est jamais créatrice, mais que c'est une arme à double tranchant, toujours destructrice, soit de l'ignorance, soit de la connaissance, selon que l'éducateur est sage ou sot. Trop souvent, il arrive que les sots se précipitent là où les anges n'osent s'aventurer. Pour combattre ce préjugé complaisant, nous tenterons de montrer, premièrement, qu'il n'y a pas de rapport nécessaire entre instruction et culture, et deuxièmement, qu'imposer notre instruction et notre littérature contemporaine à un peuple cultivé, mais illettré, revient à détruire sa culture au nom de la nôtre. Par souci de brièveté, nous admettrons en postulat que la culture implique une qualité idéale et une perfection de la forme qui peuvent être réalisées pour tous les hommes, quelles que soient leurs conditions. Et puisque nous traitons de la culture, principalement en tant qu'elle s'exprime par des mots, nous l'identifierons à la poésie. Nous n'avons pas en vue cette poésie moderne qui babille à propos de vertes prairies, ou qui reflète uniquement un comportement social, ou nos réactions personnelles face aux événements quotidiens. Mais nous faisons allusion à ce genre littéraire qui est la littérature prophétique, qui comprend la Bible, les Védas, les Eddas, les grandes épopées et, d'une manière générale, les meilleurs livres du monde et les plus philosophiques. Si nous sommes d'accord avec Platon pour penser que l'émerveillement est le commencement de la philosophie, parmi ces livres, beaucoup existaient longtemps avant d'être transmis, beaucoup n'ont jamais été transcrits, et d'autres ont été ou seront perdus. Nous allons devoir à présent donner quelques citations tirées d'ouvrages d'auteurs dont la culture ne peut être contestée, car tandis que ceux qui sont uniquement instruits sont souvent très fiers de leur instruction, si faible soit sa valeur, seuls les hommes qui ne sont pas seulement instruits, mais aussi cultivés, ont reconnu que les lettres ne pouvaient être, au mieux, qu'un moyen en vue d'une fin, mais jamais une fin en soi. En d'autres termes, que la lettre tue. Un homme de lettres, s'il en fut jamais, le professeur G.L. Kittredge, écrit « Concevoir un poète comme une personne ne sachant pas écrire et qui chante ou récite des vers à un auditoire qui ne sait pas lire, requiert un effort conjugué de la raison et de l'imagination. L'aptitude de la tradition orale à transmettre un grand nombre de vers, pour des centaines d'années, est établie et reconnue. À cette littérature orale, comme les Français l'appellent, l'éducation n'est pas favorable. L'alphabétisation la détruit, avec parfois une rapidité effrayante. Quand une nation apprend à lire, ce qui était autrefois la propriété du peuple tout entier, devient l'héritage des seuls illettrés, et ne tarde pas, s'il n'est recueilli par le folkloriste, à disparaître complètement. Notons également que cette littérature orale appartenait jadis à l'ensemble du peuple, la communauté, dont les intérêts intellectuels sont les mêmes du haut en bas de l'édifice social, tandis que, dans la société qui lit, elle n'est accessible qu'aux folkloristes et n'est plus reliée à la vie quotidienne. Un autre point important est que les littératures orales traditionnelles intéressent non seulement toutes les classes, mais également tous les âges de la population. En revanche, les livres qui, de nos jours, sont écrits expressément pour les enfants, sont tels qu'aucun esprit mûr ne pourrait les supporter. À présent, seules les bandes dessinées séduisent à la fois les enfants à qui n'a rien été donné de mieux, et les adultes qui n'ont jamais grandi. La musique est mise au rebut exactement de la même manière. Les chansons folkloriques sont perdues pour le peuple en même temps qu'elles sont recueillies et répertoriées. Du reste, la conservation de l'art d'un peuple, dans les musées,
est un rite funéraire, de même que l'embaumement n'est nécessaire qu'après la mort du patient. Nous ne devons pas non plus supposer que les community singings, chants communautaires, puissent prendre la place des chansons folkloriques. Leur niveau ne peut être supérieur à celui de l'anglais de base que l'on apprend à nos étudiants pour qu'ils puissent comprendre au moins le langage de leur manuel. En d'autres termes, l'éducation obligatoire universelle, du type introduit à la fin du siècle dernier, n'a pas répondu à l'attente, produire des citoyens plus heureux et plus efficaces. Au contraire, elle a créé des lecteurs de la presse à sensation et des amateurs de cinéma. Un maître qui non seulement sait lire, mais aussi écrire en latin et en grec classique de manière remarquable, observe que l'accroissement quantitatif de l'instruction ou de ce qui en tient lieu ne fait guère de doute, mais au milieu de la satisfaction générale due au fait que quelque chose se multiplie, on ne cherche pas à savoir si cet accroissement est avantageux ou préjudiciable. Il parle seulement des pires effets de l'instruction forcée et conclut. Le savoir et la sagesse ont été souvent séparés. La conséquence peut-être la plus évidente de l'instruction moderne a été de maintenir et d'agrandir ce fossé. Douglas Hyde remarque que c'est en vain que des visiteurs désintéressés ont écarquillé les yeux d'étonnement au spectacle d'instituteurs ne sachant pas un mot d'irlandais, désignés pour faire la classe à des élèves ne sachant pas un mot d'anglais. Des enfants intelligents, possédant un vocabulaire d'usage quotidien d'environ 3000 mots, entrent dans les écoles d'État pour en sortir, leur vivacité naturelle disparue, leur intelligence presque complètement minée, la maîtrise splendide de leur langue maternelle perdue pour toujours. Tout cela en échange d'un vocabulaire de 5 à 6 mots anglais, mal prononcés et incorrectement employés. Les histoires, les laits, les poèmes, les chansons, les aphorismes et les proverbes, en un mot, l'héritage unique de celui qui parle irlandais, ont disparu pour toujours et ne sont remplacés par rien d'autre. On apprend seulement aux enfants à avoir honte de leurs parents, de leur nationalité, de leur nom. C'est un remarquable système d'éducation. C'est le système que vous, Américains civilisés et instruits, avez infligé à vos Amérindiens, et que toutes les races impérialistes infligent encore à leurs peuples sujets et aimeraient imposer à leurs alliés, les Chinois par exemple. Il s'agit là du problème des langues et de leur contenu. Pour ce qui est du langage, il faut d'abord avoir à l'esprit qu'on ne connaît aucune langue primitive qui aurait un vocabulaire borné à la seule expression des relations extérieures les plus simples. Cette pauvreté n'est pas originelle, elle est bien plutôt ce à quoi tendent les langues, dans certaines circonstances, et comme conséquence de philosophie, rien de plutiste. Par exemple, l'instruction américaine n'est à 90% qu'affaire de 2 syllabes. Au XVIIe siècle, Robert Knox disait des Cingalais que les laboureurs et les paysans ordinaires parlent de façon élégante et avec plein de compléments. Il n'y a pas de différence pour le langage entre les paysans et le courtisan. De nombreux témoignages identiques pourraient être apportés du monde entier. Ainsi, J.F. Campbell écrivait à propos du gaélique: « Je suis enclin à penser que le meilleur dialecte est celui que parlent les gens les plus illettrés dans les îles, des hommes à l'esprit clair et à la mémoire admirable, généralement vieux et très pauvres, vivant à l'écart sur des îles éloignées et parlant seulement le gaélique. » Et il cite Hector Maclean qui note que la perte de leur littérature orale est due en partie à la lecture, en partie à des idées religieuses bigotes et en partie à d'étroites conceptions utilitaires, qui sont précisément les 3 formes typiques par lesquelles la civilisation moderne a laissé son empreinte sur les cultures les plus anciennes. Alexander Carmichael dit que, pour les habitants de Lewis, comme pour ceux de la Haute-Écosse et des îles d'une manière générale, les écritures sont toujours présentes dans leur âme et ils en font usage dans leurs propos. Aucun peuple n'a peut-être un rituel plus complet de chansons et d'histoires, de rites séculaires et de cérémonies religieuses
que les incompris et prétendus illettrés Highlanders d'Écosse. St. Bert Baker nous raconte qu'en Afrique centrale, son ami et homme de confiance était un vieil homme ne sachant ni lire ni écrire, mais connaissant profondément les histoires du passé. Les vieux chefs de tribu écoutaient fascinés. Avec le présent système d'éducation, il y a de sérieux risques qu'une grande partie en soit perdue. W. J. Archer fait remarquer qu'à la différence du système anglais dans lequel on pourrait passer sa vie sans entrer en contact avec la poésie, le système tribal des Hurons utilise la poésie comme un appendice vital à la danse, au mariage et aux récoltes, activités auxquelles tous se joignent, car elles font partie intégrante de leur vie tribale. Ajoutons que, s'il fallait déterminer le facteur qui a entraîné le déclin de la culture dans les villages anglais, nous dirions que c'est l'alphabétisation. Dans une Angleterre plus ancienne, comme Prior et Gardner nous le rappellent, même l'homme ignorant et inculte connaissait la signification des sculptures que seuls les archéologues expérimentés savent à présent interpréter. L'anthropologue Paul Radin fait observer que l'altération de toute notre vie psychique et de toute notre perception des réalités extérieures suscitée par l'invention de l'alphabet, lequel a tendu exclusivement à élever la pensée et la réflexion au rang de preuve exclusive de toutes les vérités, ne s'est jamais produite parmi les peuples primitifs. Quant au progrès, Radin affirme que rien ne pourra être accompli en ethnologie tant que les chercheurs ne se seront pas débarrassés une fois pour toutes de la notion singulière selon laquelle tout possède une histoire évolutive, tant qu'ils n'auront pas pris conscience que certaines idées et certains concepts sont aussi fondamentaux pour l'homme que sa constitution physique. Il n'est plus permis d'établir une distinction entre les peuples à l'état de nature et les peuples civilisés. Jusqu'ici, nous n'avons pris en considération que les opinions des lettrés. Tom Harrison, rapportant ce qu'il a vu aux Nouvelles-Hébrides, îles du Pacifique, évoque un contexte et une vision réellement sauvages. C'est en écoutant et en observant que les enfants sont éduqués. Sans l'écriture, la mémoire est parfaite, la tradition exacte. À l'enfant qui grandit, on apprend tout ce qu'on sait. Les réalités intangibles concourent à tous les efforts dans la fabrication du canoë, de la conception à la construction. On peut considérer les chansons comme des contes, la structure et la matière des milliers de mythes que chaque enfant apprend, souvent par cœur et certaines histoires durent des heures, constituent une véritable bibliothèque. Les auditeurs sont pris dans des raies de mots tissés. Leurs conversations ont des mots d'une précision et d'une beauté que nous ne connaissons plus. Et que pensent-ils de nous? Les indigènes ont facilement appris à écrire après le contact avec la civilisation blanche, mais ils regardent cela comme un acte curieux et inutile. Ils demandent « L'homme ne peut-il pas se souvenir et parler ?» Ils pensent que nous sommes fous, et il se peut qu'ils aient raison. Quand nous proposons d'éduquer les Océaniens, c'est généralement afin de nous les rendre plus utiles. De l'aveu général, tel était au commencement l'objet de l'éducation anglaise en Inde, ou de les convertir à notre manière de penser. Notre but n'est pas de leur faire connaître Platon, mais si d'aventure nous lisions ou s'ils lisaient Platon, ils seraient probablement très étonnés de constater que leur protestation « L'homme ne peut-il se souvenir ?» est aussi la sienne. Car, dit-il, cette invention des lettres engendrera l'oubli dans l'âme de ceux qui apprennent à l'employer, car ils n'exerceront pas leur mémoire. Leur confiance dans l'écriture, produite par des caractères extérieurs qui ne font pas partie d'eux-mêmes, découragera l'usage de leur propre mémoire. Tu as inventé un élixir, non de mémoire, mais de réminiscence, et tu offres à tes disciples l'apparence de la sagesse, non la véritable sagesse, car ils liront beaucoup, sans rien apprendre, et sembleront ainsi savoir beaucoup de choses, alors qu'ils ne seront le plus souvent que des ignorants intraitables, car ils ne seront pas sages, mais pédants. Le professeur E. K. Rand.
Platon continue en disant qu'il existe un autre genre de mot, d'une origine supérieure et d'un pouvoir plus fort que le mot écrit, ou comme nous le dirions, imprimé. Et il soutient que le sage, quand il est sérieux, n'écrira jamais avec l'encre des paroles mortes, incapables d'enseigner efficacement la vérité, mais sèmera les graines de la sagesse dans les âmes capables de les recevoir, et ainsi de les transmettre pour toujours. Le point de vue de Platon n'a rien de curieux ni d'insolite. Tout Indien cultivé et resté à l'abri des influences européennes serait pleinement d'accord avec lui. Il suffira de citer Sir George A. Grierson, ce grand savant en langues indiennes, qui dit que l'ancien système indien par lequel la littérature est consignée, non sur le papier mais par la mémoire, est transmise de génération en génération de maîtres et d'élèves, survit encore, en 1920, pleinement au Cachemire. Ces tables de chair du cœur sont souvent plus exactes que les manuscrits de papier ou en bois de bouleau. Les récitants, même quand ce sont des doctes pandis, prennent bien soin de délivrer mot pour mot, et la matière recueillie en écoutant les conteurs de profession est ainsi, à certains égards, plus précieuse que n'importe quel manuscrit. Du point de vue indien, on ne peut dire qu'un homme connaît que s'il connaît par cœur. Ce qu'il doit consulter dans un livre pour se le remettre en mémoire, il n'en a qu'un simple aperçu. Aujourd'hui encore, il y a des centaines de milliers d'Indiens qui, quotidiennement, récitent par cœur la totalité ou une grande partie de la Bhagavad Gita. D'autres, plus savants, savent réciter des centaines de milliers de vers de textes plus longs. C'est par un chanteur de village itinérant au Cachemire que j'ai entendu chanter pour la première fois les odes du poète classique Jalal al-Din Rumi. Depuis les temps les plus reculés, les Indiens ont considéré que l'homme savant était celui non pas qui avait beaucoup lu, mais qui avait reçu un enseignement approfondi. La sagesse s'apprend beaucoup mieux auprès d'un maître que dans n'importe quel livre. Nous arrivons à présent à la dernière partie de notre problème, c'est-à-dire aux préoccupations caractéristiques des littératures orales et écrites. Bien qu'on ne puisse les séparer de façon rigoureuse, il existe une différence qualitative et thématique entre les littératures originellement orales et celles qui furent créées, pour ainsi dire, sur le papier. Au commencement était le verbe. La différence s'établit en grande partie entre la poésie et la prose, entre le mythe et le fait. La nature de la littérature orale est essentiellement poétique, son contenu essentiellement mythique, et sa préoccupation est de relater les aventures spirituelles des héros. La littérature originairement écrite est en revanche par sa nature essentiellement prosaïque, son contenu littéral, et elle se préoccupe des personnages et des événements profanes. En disant poétique, nous voulons dire mantique, sous-entendant que le poétique est une qualité littéraire et non simplement une forme littéraire versifiée. La poésie contemporaine est essentiellement et inévitablement de la même valeur que la prose moderne. Toutes deux relèvent pareillement de l'opinion et le meilleur de chacune incarne tout au plus quelques idées heureuses plutôt que d'une quelconque certitude. Comme l'exprime une glosse célèbre, l'incroyance est pour la populace. Nous, qui qualifions un art de signifiant, sans savoir de quoi, sommes également fiers de progresser, sans savoir dans quelle direction. Platon soutient que celui qui est sérieux n'écrira pas, mais enseignera, et que pour peu que le sage écrive, ce sera soit un simple divertissement, les pures belles lettres, soit pour se constituer un memento lorsque sa mémoire sera affaiblie par la vieillesse. Nous savons exactement ce qu'entend Platon par sérieux. Ce n'est pas à propos des affaires humaines ou des personnes, mais eut égard aux vérités éternelles, à la nature de l'être réel et à la nourriture de notre partie mortelle, que le sage sera sérieux. Notre partie mortelle peut vivre de pain seulement, mais c'est par le mythe que notre homme intérieur est nourri. Si nous remplaçons les mythes véritables par les mythes propagandistes de la race du développement, du progrès
et de la mission civilisatrice, l'homme intérieur meurt de faim. Le texte écrit, comme le dit Platon, peut servir à ceux dont la mémoire a été affaiblie par la vieillesse. Ainsi, c'est dans la sénilité de la culture que nous avons jugé nécessaire de conserver les chefs-d'œuvre de l'art dans des musées, et en même temps de fixer par écrit, et ainsi de conserver, ne serait-ce que pour les savants, tout ce qu'on peut recueillir des littératures orales, qui, autrement, seraient perdues à tout jamais, et cela doit être fait avant qu'il ne soit trop tard. Tous ceux qui ont étudié sérieusement les sociétés humaines sont d'accord pour reconnaître que l'agriculture et l'artisanat sont les fondements essentiels de toute civilisation, le sens premier de ce dernier mot étant celui de bâtir une demeure pour soi-même. Mais comme le dit Albert Schweitzer, nous nous comportons comme si la lecture et l'écriture, et non l'agriculture et l'artisanat, étaient le commencement de la civilisation et de ces écoles qui ne sont que les copies de celles qui sont en Europe. Ils, les indigènes, en sortent comme des personnes instruites, se croyant indignes d'un travail manuel et ne voulant exercer que des professions commerciales ou intellectuelles. Ceux qui accomplissent toutes leurs études dans ces écoles sont pour la plupart perdus pour l'agriculture et l'artisanat, comme l'a également déclaré le grand missionnaire du Zululand, Charles Johnson. L'idée centrale des écoles missionnaires était de choisir des individus en les éloignant de la masse de la nation. Nos concepts littéraires, par exemple les notions de culture, analogues à l'agriculture, de sagesse, originellement habileté manuelle, et d'ascétisme, originellement application, proviennent des arts productifs et constructeurs, car comme le dit saint Bonaventure, il n'y a là rien qui n'annonce la véritable sagesse, et c'est pour cette raison que la Sainte Écriture fait très justement usage de telles comparaisons. Dans des sociétés normales, les activités nécessaires de production ne sont pas de simples besognes, mais également des rites, et la poésie et la musique qui leur sont associées sont une sorte de liturgie. Les petits mystères des arts manuels préparent de manière naturelle au grand mystère du royaume des cieux. Mais pour nous, qui ne savons plus penser selon les termes de la justice divine de Platon, dont l'aspect social est vocationnel, que le Christ soit charpentier et fils d'un charpentier ne constitue qu'un hasard de l'histoire. Nous lisons, mais ne comprenons pas que, lorsqu'on parle de bois pour désigner la materia prima, nous devons aussi parler de lui, par qui tout a été fait, comme d'un charpentier. Au mieux, nous interprétons les classiques figures de pensée, non dans leur universalité, mais comme des figures de rhétorique inventées par des auteurs individuels. Quand l'instruction n'est plus qu'un talent, il se peut que la sagesse collective d'un peuple instruit ne soit qu'une ignorance collective, tandis que les communautés arriérées sont les bibliothèques orales des anciennes cultures du monde. L'objet de nos activités éducatives à l'étranger est que nos élèves assimilent nos manières de penser et de vivre. Il n'est facile à aucun professeur étranger de reconnaître la vérité exprimée par Ruskin, qui dit qu'il n'y a qu'une seule façon d'aider les autres. C'est non pas les réformer à notre manière de vivre, quel que soit le prix que nous donnons aveuglément à celle-ci, mais de découvrir ce qu'ils essaient de faire et ce qu'ils faisaient avant notre venue, et si possible, les aider à le faire mieux encore. Certains missionnaires jésuites, en Chine, sont envoyés dans des villages éloignés et sont tenus de gagner leur vie par la pratique d'un métier manuel indigène pendant au moins 2 ans, avant d'être autorisés à dispenser le moindre enseignement. Des conditions de ce genre devraient être imposées à tous les professeurs étrangers, qu'ils enseignent dans des écoles missionnaires ou gouvernementales. Comment osons-nous oublier que nous avons affaire à des peuples dont les intérêts intellectuels sont les mêmes du haut en bas de l'édifice social et qui n'ont pas encore adopté nos distinctions erronées entre enseignement religieux et enseignement laïque, entre beaux-arts et arts décoratifs, et entre signification et usage. Après avoir introduit ces distinctions et après avoir séparé la classe instruite de la classe illettrée, c'est vers cette dernière que nous devons nous tourner
si nous voulons étudier la langue, la poésie et la culture intégrale de ces peuples, avant qu'il ne soit trop tard. En parlant de la fureur de prosélytisme dans un précédent article, je n'avais pas seulement à l'esprit les activités des missionnaires professionnels, mais plus généralement, celle de tous ceux qui plient sous le poids du fardeau de l'homme blanc et son impatience de distribuer aux autres les bienfaits de notre civilisation. Qu'y a-t-il derrière cette fureur dont nos expéditions punitives et nos guerres de pacification ne sont que les manifestations les plus apparentes? Il ne serait pas excessif de dire que nos activités éducatives à l'étranger, un terme qui doit inclure les réserves indiennes en Amérique, sont motivées par le désir de détruire les cultures existantes. Et ce n'est pas seulement, je pense, à cause de notre conviction en la supériorité absolue de notre culture, et du mépris et de la haine qui s'ensuivent pour tout ce que nous n'avons pas compris. Et nous ne comprenons pas que des gens puissent agir sans mobile économique, mais c'est aussi à cause d'une envie inconsciente et profondément enracinée, d'une sérénité et d'un repos que nous ne pouvons que reconnaître chez ceux que nous disons préserver. Il nous est pénible de constater que ceux-ci, qui ne sont ni industrialisés ni démocrates, comme nous le sommes, sont néanmoins satisfaits. Nous nous sentons obligés de les mécontenter et particulièrement de mécontenter leurs femmes, à qui nous pouvons apprendre à travailler en usine ou à embrasser une carrière. J'ai employé à dessein le terme de culture parce qu'il n'existe pas de réelle différence entre la volonté des Allemands d'imposer leur culture aux races arriérées du reste de l'Europe et notre détermination à imposer la nôtre au reste du monde. Il se peut que les méthodes de ceux-là soient plus brutales, mais la volonté reste la même à la base. Comme je l'ai laissé entendre plus haut, la misère aime la compagnie, et telle est l'explication véritable et inavouée de notre volonté de créer un nouveau monde parfait de mécanique uniformément instruite. Cela a été répété récemment à un groupe de jeunes ouvriers américains dont l'un d'eux s'est écrié « Et nous sommes misérables ». Certes, nous nous leurrons quand nous nous orgueillissons de la sagesse collective d'un peuple instruit, sans nous soucier de ce que lisent les gens instruits. Mais le présent article n'entend pas examiner les limitations et les défauts de l'éducation occidentale moderne in situ. Il veut dénoncer la diffusion d'une éducation de ce type ailleurs. Nous voulons montrer avant tout l'illusion qu'il y a à accorder une valeur absolue à l'instruction et les conséquences très dangereuses qui sont impliquées dans le fait de vouloir faire de l'instruction un critère permettant de mesurer les cultures des peuples non lettrés. La foi aveugle que nous avons dans l'instruction nous dissimule l'importance d'autres talents, de sorte que nous ne nous soucions pas des conditions infrahumaines dans lesquelles un homme peut avoir à gagner sa vie, et s'il lui arrive de lire pendant ses heures de loisir, que nous importe ce qu'il lit. Mais cette foi aveugle est aussi l'une des causes principales des préjugés raciaux et devient un facteur essentiel dans l'appauvrissement spirituel de tous les peuples arriérés que nous proposons de civiliser.